La fondation est un élément de structure destiné à reprendre le charge de la superstructure pour le transmettre au sol support. Est-ce que l'ingénieur est censé de faire le choix de la fondation avant le dimensionnement? Par exemple, le choix peut être porté sur une semelle isolée, une semelle sous poteau, une semelle filante, mais aussi un radier général. Nous allons donc continuer les séries de formations, les amis. Nous allons enchaîner dans le chapitre 4, justement sur la fondation. Là-dedans, on avait donc deux points. Le premier point, c'était d'abord d'étudier la longrine. Je vous avais montré quels sont les éléments nécessaires que l'ingénieur est censé de respecter afin de dimensionner la longrine. On avait vu ça, je crois, l'avant-hier. Nous avons pu quand même dimensionner la longrine du début jusqu'à la fin, jusqu'à trouver la section d'armature longitudinale, ainsi que les armatures transversales. Et donc, aujourd'hui, nous allons donc enchaîner le point 4.2 sur la fondation. Suivez-moi très très bien les amis, tout ce que je vais dire ici c'est très très important puisque la base d'une maison c'est d'abord la fondation. Comprenez que le bâtiment que nous sommes en train d'étudier ici, comme je l'avais dit au début, c'est un bâtiment R+10. Et donc, dans cette formation, vous allez premièrement maîtriser comment faire les choix de la fondation et comment dimensionner une fondation du début jusqu'à la fin. Je vous avais dit que la particularité de cette formation, c'est justement puisque nous allons étudier ce qu'on appelle le radier général. Mais à l'entrée des jeux, avant d'aller vraiment dans le vif des sujets, j'aimerais d'abord vous expliquer quelques éléments importants à ce qui concerne, par exemple, le choix judicieux, de type de fondation, mais aussi quels sont les éléments nécessaires que l'ingénieur est censé de savoir afin de bien dimensionner la fondation. C'est vrai, certes, nous connaissons très bien ce qu'on appelle une semelle isolée. Nous savons très bien ce qu'on appelle une semelle filante. Nous savons également bien ce qu'on appelle, par exemple, une semelle sous poteau, tout comme un radier général. Je vous avais dit que nous avons plusieurs types de radiers. L'ingénieur peut faire un choix d'un radier plat. Il peut faire un choix d'un radier nervureux. Il peut faire un choix d'un radier champignon, tout comme il peut faire un choix d'autres types de fondations. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir comment l'ingénieur peut-il faire un choix de la fondation. De deux, comment peut-on dimensionner très bien la fondation. Au même moment, l'ingénieur doit être d'abord économique, mais aussi de veiller à ce qu'on appelle l'esthétique de la fondation. Et donc les amis, je pense que c'est très très important cette partie. Ça va vraiment vous aider de bien maîtriser tous les enjeux liés à la fondation. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Bonsoir chers tous, bonsoir chers collègues, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même projet, programme R+10 d'un bâtiment d'habitation. Moi c'est Jean-Syn Kunga, je suis ingénieur de bâtiments et des travaux publics. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, vous ne serez jamais déçus des contenus que je partage régulièrement. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction ici, nous allons donc continuer le chapitre 4 sur la fondation. Mais seulement aujourd'hui, nous allons voir le point 4.2. Puisque il y a quelques jours passés, on avait vu le point 4.1. C'était d'abord sur la longrine. Mais aujourd'hui, on verra le point 4.2 sur la fondation. Alors, à l'entrée des jets, avant de parcourir rapidement ce que nous sommes obligés de voir ce soir, on va essayer un peu de voir le point 4.2.1 à ce qui concerne la définition de la fondation. C'est très important d'abord de savoir ce qu'on appelle la fondation. Puisque généralement, c'est vrai, certes, il
y a des ingénieurs qui entendent seulement parler de la fondation, voilà, donc ils ne savent pas vraiment la vraie définition de la fondation. Mais aussi, les architectes aussi. Alors, par définition, ce qu'il faut savoir, la fondation est un élément des structures destiné à répondre les charges de la superstructure pour les transmettre au sol support. Je réponds, la fondation est un élément des structures destinées à reprendre les charges de la superstructure pour les transmettre au sol support. Alors ici, je vais souligner ou pocher deux phrases, ou je dirais même deux mots. D'abord, la superstructure et puis sol support. Sol support et la superstructure. Alors, je vais commencer d'abord par la superstructure. C'est pour dire quoi? La superstructure, c'est tout ce qui est visible. C'est tout ce qui est visible, mais tandis que l'infrastructure, c'est tout ce qui n'est pas visible. OK? Donc après, bien sûr, après avoir réalisé un projet. Alors déjà ici, ce qu'il faut savoir, quand on dit que la fondation est un élément des structures destiné à répondre les charges de la superstructure, c'est-à-dire c'est la partie visible, c'est-à-dire par rapport à notre projet ici, eh bien, d'autant plus que nous travaillons sur un bâtiment R+10, donc 11 niveaux, cela revient à dire quoi? Les 11 niveaux constituent ce qu'on appelle la superstructure. À partir du rez-de-chaussée, OK, jusqu'aux 10 autres niveaux. Donc, au total, ça fait 11 niveaux. Et donc, cette surcharge doit être transmise au sol. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les sols supports. Alors, dès qu'on voit les sols supports ici, on fait directement allusion à ce qu'on appelle la contrainte admissible du sol. Cela stipule que en termes de poids, autrement dit, c'est-à-dire la surcharge totale d'un bâtiment, doit être inférieure à la contrainte admissible du sol pour que les bâtiments soient résistants. Mais si par contre que la surcharge de la superstructure, dans sa globalité, voici donc dans sa globalité, c'est-à-dire que la surcharge du bâtiment, que ce soit donc la superstructure, tout comme l'infrastructure, est supérieure, OK, à la contrainte admissible du sol, c'est-à-dire que le bâtiment ne va pas tenir. Et donc là, l'ingénieur est censé donc de vérifier et faire d'autres types de vérifications pour voir si ça serait possible de remanier les sols ou par défaut de changer les types de structures. OK? Et donc si par contre que le bâtiment que vous avez voulu réaliser, c'est un bâtiment donc en béton armé, l'ingénieur peut dire que bon, cette fois-ci, je vais diminuer. Au lieu d'utiliser les dalles pleines, je vais utiliser soit les dalles enourdies, raison de diminuer le poids de l'ouvrage, ou carrément, au lieu d'utiliser le béton armé, je vais prendre soit l'acier par exemple, ou bien un bâtiment en bois. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également, à quoi sert la fondation. Il faut savoir qu'elle sert justement elle sert donc généralement à réaliser ce qui suit. D'abord, l'encastrement de la structure et une bonne tenue de l'ouvrage. Le deuxième point, la bonne répartition des charges au sol et limiter le tassement du sol. D'abord, la fondation est un élément des structures destiné à répondre les charges de la superstructure pour les transmettre au sol support. Et cette même fondation, elle sert généralement à réaliser ce qui suit. Premièrement, ce qu'on appelle l'encastrement de la structure et une bonne tenue de l'ouvrage. Le deuxième point, la bonne répartition des charges au sol et limiter les tassements du sol. Alors, voyons rapidement le point lié par rapport au choix. Un choix judiciaire du système de fondation doit être satisfaire les exigences concernant justement la sécurité, c'est-à-dire la capacité portante et l'aptitude au service. De plus, des considérations d'ordre économique, esthétique et l'impact sur l'environnement sont à respecter. C'est parmi les recommandations par rapport au choix. Maintenant, en pratique, dès l'élaboration des avant-projets et en collaboration avec bien sûr les géotechniciens, l'ingénieur des structures est généralement confronté à plusieurs solutions possibles et doit opérer des choix concernant. Il y a deux points.
le premier point, vous avez ce qu'on appelle les taux de travail sur le sol. Le deuxième point, le genre des structures, c'est-à-dire souple ou rigide. Ça, c'est l'ingénieur. Alors, voyons rapidement le point 4.2.2 concernant le type des fondations. Par rapport au type des fondations, on distingue par conséquent deux catégories de fondations dans sa globalité. Le point 4.2.2.1, il y a d'abord ce qu'on appelle les fondations, je le dis au pluriel, les fondations superficielles. Alors, qu'entendez-vous par fondation superficielle? Alors, ce qu'il faut noter que on parle de la fondation superficielle lorsque la qualité du sol au niveau bien sûr inférieur d'un ouvrage permet justement de transmettre le charge directement au sol. Je reprends. On parle de la fondation superficielle lorsque la qualité du sol au niveau inférieur d'un ouvrage permet de transmettre le charge directement au sol. Et donc, elle se divise en quelques points. Parmi les types de fondations superficielles, il y a premièrement ce qu'on appelle le type de fondation, le semelle isolé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le semelle continu ou filante, sous mur ou sous poteau. Puisque une semelle continue peut être donc sous mur, tout comme sous poteau. Le troisième type de fondation, il y a ce qu'on appelle les radiers. Et donc, il est à noter que les trois types de fondations que je viens d'énumérer ici fait partie de ce qu'on appelle les fondations superficielles. J'ai déjà reçu beaucoup de questions à ce sujet. Il y a des confrères, je ne sais pas, qui me posent la question qu'en ingénieur, j'avais lu un livre, on a dit que les radiers générales se trouvent parmi les types de fondations profondes. Non. Les radiers, c'est une fondation superficielle. La semelle isolée, c'est une fondation superficielle. La semelle continue ou filante sous mur, tout comme sous poteau, c'est une fondation également superficielle. On continue. Notez bien. Alors, on dit généralement qu'une fondation est superficielle lorsque sa plus petite dimension, c'est-à-dire la base B, est plus grande que la profondeur minimale T de son niveau d'appui, bien sûr, sous le terrain naturel. Toutefois, cette définition n'est pas valable pour un immeuble comprenant des sous-sols. C'est tout à fait exact. Dans ces cas, on parle plutôt de fondations superficielles lorsqu'elle est placée directement sous les derniers sous-sols. C'est tellement clair. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Voyons rapidement le point 4.2.2. Les fondations profondes. C'est très important d'abord de maîtriser cet énoncé avant de calculer. Les fondations profondes. Il arrive que la charge transmise, ça maintenant ça concerne les types de fondations profondes. Ok? Je relis. Il arrive que la charge transmise par un ouvrage ne puisse pas être reprise par les couches supérieures, disons comme superficielles, du sol. Ça dit charge concentrée, élevée, sol compressible, etc. Dans ces cas, on est donc amené à chercher le bon sol à une profondeur, ok, ou à une plus grande profondeur. On exécute, ok, à cet effet de puits, de pieds ou des éléments de parois moulées, qu'on distingue ou qu'on désigne par fondation profonde. Je relis encore. Il arrive que la charge transmise par un ouvrage ne puisse pas être reprise par les couches superficielles du sol, c'est-à-dire charge concentrée élevée, sol compressible. Dans ce cas, on est donc amené à chercher le bon sol à une plus grande profondeur. On exécute ou on excave à cet effet de puits, de fondation, ok, en puits, de pieds ou des éléments de parois moulées qu'on désigne par fondation profonde. Maintenant, voyons le point 4.2.3 concernant la vérification
pour les calculs des fondations conçus. Alors, dans la pratique, pour les cas courants, on procède de façon simplifiée, comme suit. Le premier point, d'abord, calcul des charges sur les fondations, ce qu'on appelle les descentes ou la descente des charges, en négligeant bien sûr tout tassement différentiel. Ok, ça c'est la procédure. Vérification pour les calculs des fondations conçues. Je réponds encore. Dans la pratique, pour les cas courants, on procède de façon simplifiée comme suit. Calcul des charges sur les fondations, c'est-à-dire la descente ou descente des charges, en négligeant tout tassement différentiel. Et donc, en tenant compte de l'hyperstaticité du système porteur, problème de structure. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle d'abord le choix et dimensionnement global des fondations. Problème de géotechnique, ok, ou problème géotechnique, comprenant le type de la capacité portante, ok, et des tassements. Vous avez également ce qu'on appelle le dimensionnement détaillé de fondation, problème des structures en béton armé et éventuellement précontraint. Ici sont déterminés donc les épaisseurs et les armatures des semelles ou radiers de mire ou de nervures. Bien sûr, des raidissements. L'armature de pieux ou des parois roulées, etc. etc. Alors, connaissons maintenant toute la structure. On étudie similairement l'influence des tassements différentiels. Bien sûr, sur la descente des charges et sur la structure. Alors, remarque importante. Si le dimensionnement effectué en première approche conduit à des solutions non économiques ou non acceptables du point de vue technique, des solutions de remplacement doivent être envisagées. Et donc, on peut par exemple parler de ce qu'on appelle modifier les dimensions ou le type des fondations. Deuxième point, modifier le type des structures. Troisième point, modifier les sols des fondations. Remplacement justement du terrain sous la semelle par de bons matériaux. Consolidation par vibration ou injection. OK? Et prenons aussi des étapes de construction influençant favorablement les tassements différentiels. Alors, on fait un choix judicieux entre les différentes possibilités annoncées ou énoncées dépend avant tout de l'expérience, de l'imagination et du jugement de l'ingénieur dans les domaines, bien sûr, de la mécanique des sols et des structures. Et donc, l'ingénieur n'a pas droit à l'erreur. Voyons maintenant le point 4 de 4. Allons un peu rapidement. Calcul de semelles de fondation. Alors, soit les points A et B, les dimensions transversales de notre semelle de fondation, de forme rectangulaire, ok, respectivement, sa longueur et sa largeur à déterminer par les relations suivantes. Pour trouver B, c'est juste question de prendre B doit être supérieur ou égal à racine carrée de B sur A, multiplié par le NU sur la contrainte du sol. Pour trouver A doit être supérieur ou égal à la racine carrée de A sur B, multiplié par N sur la contrainte du sol. Le NI représente ce qu'on appelle la charge ultime transmise au sol. Et donc le NU est égal à 34 000, donc ça dit est égal à 342 000. Qu'est-ce que je dis? Est égal à 3 226 643,65 newtons. Ok? En méganewtons, ça sera égal à 3,42 68 44 méganewtons. La contrainte admissible du sol ici, ok, on a pris une contrainte de 0,3 mégapascal. Ça, c'est la contrainte. Alors, maintenant, si par contre que je vais rapidement prédimensionner d'abord la semelle, ok, cela stipule que je suis obligé d'abord de prendre B, je vais remplacer rapidement B par sa valeur, par la formule que je viens de vous montrer tout à l'heure ici. Ok? Là, je suis en train d'abord de vérifier le point 4 de 4.
concernant le calcul des semelles de fondation. Je parle bien des semelles de fondation. Ok, je suis en train de faire d'abord des vérifications pour me rassurer, est-ce que je suis obligé d'utiliser que, par exemple, la semelle isolée, ou bien je suis censé d'aller directement et dimensionner un radier général. Raison pour laquelle je commence d'abord par le calcul de semelles de fondation. Donc, je descends rapidement ici. Là, je vais remplacer. Donc, c'est-à-dire que j'aurai le B doit être supérieur ou égal. Racine carrée de, ça sera donc 45, c'est-à-dire la base 45 sur 30, multiplié par 3,426 644 sur la contrainte d'isol, 0,3. Je vais calculer, donc je prends d'abord les 3,426644 sur 0,3. Voilà, je prends maintenant les 45 sur 30. Ok, multiplié par la première valeur calculée. Voilà, maintenant racine carrée. Ok, ça me donne une valeur de, donc B égale à 4,14 mètres. Ok, d'où, étant donné que la valeur doit être égale, supérieure ou égale, donc je prends B égale 4,20 mètres. Alors, je prends maintenant pour les cas de A ici. Là, c'était pour la base. Je prends maintenant l'autre section ici. Et donc, je vais remplacer, donc j'aurai le 30 sur 45. Ici, j'aurai la même chose. Je vais d'abord calculer 3,426644 sur 0,3. Ok, je garde, je prends 30 sur 45. Voilà, le premier multiplié par les seconds. Voilà, racine carrée. Ok, je trouve 2,76 mètres. Donc, je prends A sera égal à 2,80 mètres. Ok? Alors, calcule maintenant de la hauteur de la semelle. Regardez bien. Avant même de calculer rapidement la hauteur de la semelle, regardez déjà la section que nous venons d'obtenir ici. Vous voyez, rien qu'en prédimensionnant. Et là, je viens de prédimensionner tout en respectant d'abord la contrainte admissible du sol. Deuxièmement aussi, tout en respectant la descente de charge. L'effort normal ultime. Ok? C'est dans la valeur qu'on avait trouvée pendant le calcul. Allez-y vérifier le chapitre 3 sur le portique. Vérifiez également le chapitre 2 sur étude de poutres longitudinales. Et aussi le chapitre 1 sur la dalle. Et pourquoi pas aussi de voir le chapitre 0 sur l'introduction générale. Rien que ici, je vois déjà que la section donc, est vraiment... Donc j'ai une grande section. C'est vraiment énorme. Déjà avec ça, il y aura chevauchement. Il y aura chevauchement des semelles. Ça, c'est des 1. Et puis, je me rends compte que la semelle isolée n'est pas du tout économique. Mais j'évolue quand même. Les H doit être supérieur ou égal à max, qui sera égal à A sur A, donc grand A sur petit A, sur 4, plus 5 cm. Le B moins petit b sur 4 plus 5 cm. Alors, je vais remplacer directement à partir d'ici. Donc, H supérieur ou égal à max. Bon, je remplace maintenant A par sa valeur, donc 2,80. Je prends 100 cm, donc 280 cm, moins 30 sur 4. De l'autre côté, ça sera donc 420, moins 45 sur 4. Là, plus 5, de l'autre côté aussi, plus 5 cm. Je vais calculer rapidement. D'abord, 280 moins 30, voilà, sur 4, plus 5 cm. Voilà, 67,5, 420 moins 45, sur 4, plus 5 cm. 98,75. Donc là, je viens de trouver également cette hauteur. Regardez voir même la hauteur. D'où le grand H trouvé ici, ok, sera égal justement à 100 cm. Donc ça, ce n'est que l'épaisseur. 100 cm. Et donc, je peux faire la conversion des centimètres en mètres. Cela stipule que si je vais, par exemple, exécuter ou utiliser la semelle isolée, eh bien, je suis obligé d'utiliser une section, ok, une section de 2,80 m x 4,20 m. Ok, 2,80 m x 4,20 m fois 1 mètre. Ok, ça c'est donc la section, ça sera donc, qu'est-ce que j'ai dit? La section, ça sera, puisque la section c'est au carré, donc ça sera 4,20 m fois 2,80 m. Alors, les dimensions complètes, ici, ça sera donc le 2,80 m fois 4,20 m fois 1 mètre de la hauteur. Les amis, c'est vraiment énorme. Un ingénieur ne peut pas réaliser ça. C'est énorme. Rien qu'avec ça, si je m'en vais vérifier rapidement, donc le vie en plan, vous allez voir déjà qu'il y aura chevauchement ici. Il y aura chevauchement un peu partout, puisque là, la distance, ça fait déjà presque 1,50 m.
De l'autre côté, vous avez de 1,60 m, voilà. Donc, il y aura chevauchement de 5 mètres, voilà, 3 mètres, ainsi de suite. Il y aura chevauchement, et puis de 2, longénaire ne sera pas économique. Et donc, par conclusion, remarque, le semelle, c'est chevauchant, comme je viens de dire, donc le semelle, c'est chevauchant. Les calculs seront donc amenés dans l'hypothèse des calculs d'un radier général. Pourquoi? Puisque ça, c'était justement pour vous montrer comment vous serez à mesure de vérifier. Et donc, si la semelle calculée, c'est une semelle économique ou non. C'est pour dire quoi? Même si je refais la même chose pour une semelle filante, eh ben, je peux vous confirmer directement que la semelle filante aussi ne sera pas économique. Ne sera pas économique, il y aura toujours chevauchement. Alors, pour ne pas perdre le temps, d'autant plus que je viens de trouver une conclusion que je ne peux pas réaliser une semelle isolée avec ces dimensions, eh ben, je vais porter directement mon choix par donc un radier général. Donc, c'est ce que nous allons maintenant voir tout à l'heure. Comment l'ingénieur donc sera à mesure de réaliser ou de dimensionner un radier général du débit jusqu'à la fin. Et donc, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je pense que cette formation vous a plu. Merci de votre disponibilité. Comme d'habitude, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Contactez-moi pour vos formations. Je suis bel et bien disponible. Et bien, si vous avez aussi des projets, je suis disponible. Je pourrai travailler ensemble avec vous sans problème. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.